Chère Madame Anaya, chers collègues, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle session des Palabres à Oudinot. Ces conférences de la Direction générale des Outre-mer et à la Direction générale des Outre-mer qui sont destinées à nous permettre d'enrichir nos connaissances sur les territoires ultramarins. Le thème pour les palabres de ce jour s'inscrit dans le contexte du 25 novembre. Ce jour-là se tiendra la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est une journée internationale qui a été instaurée par l'Organisation nationale des Nations unies en 1989. Elle est l'occasion de sensibiliser chacun et chacune d'entre nous à une problématique encore trop prégnante en France et notamment dans les territoires ultramarins. C'est pour cela que la lutte contre les violences faites aux femmes a été désignée grande cause du quinquennat par le président de la République. Cette violence est encore plus accrue dans les Outre-mer que dans l'Hexagone et je vais vous citer quelques chiffres pour expliciter mon propos. Les chiffres y sont en constante augmentation. Par exemple, en 2022 et 2023, les violences sexuelles ont augmenté de 12% dans les Outre-mer contre 8,7% au niveau national. Cette situation est encore plus préoccupante dans le Pacifique, puisqu'en 2022-2023, le ratio des violences intrafamiliales est plus de 2 fois plus élevé en Polynésie française et près de 3 fois plus élevé en Nouvelle-Calédonie que dans la France entière. C'est la raison pour laquelle en juin 2023, sur impulsion du ministre chargé des Outre-mer, il avait été décidé de renforcer l'animation de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes et de créer un poste de coordonnateur interministériel contre les violences faites aux femmes. C'est un poste qui est rattaché au ministre chargé des Outre-mer et au ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Justine Bénin, ancienne députée de Guadeloupe et secrétaire d'État, s'est vue confier ce poste de coordonnateur et le soin également d'établir un diagnostic et des recommandations sur les actions à mettre en œuvre pour que cesse ce fléau. Son rapport devrait être officialisé prochainement. Fortement engagée dans la lutte contre ces violences, la Fédération nationale des centres d'information sur le droit des femmes et des familles, la FNCIDFF, promeut l'égalité femmes-hommes et l'accès des femmes à leurs droits. Elle s'appuie sur un réseau de 2300 permanences présentes partout en France et notamment dans 4 territoires ultramarins que sont la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte et la Polynésie française. Madame Anaya, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, est chargée depuis mars 2024 de coordonner l'action de ces centres d'information d'outre-mer. Elle se rend régulièrement à la rencontre des femmes qui y travaillent. Je vais laisser rapidement la parole à Pierre-Emmanuel Bartier, qui est haut fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes pour la Direction générale des Outre-mer, notamment parce qu'il a grandement contribué à la signature en 2024 d'une convention pluriannuelle d'objectifs entre la DGOM et la FNCIDFF, avec un soutien financier de 65 000 € par an jusqu'en 2026. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci Sandrine, Madame Anaya, bonjour à tous. Je serai rapide, je serai l'essentiel de la conférence acquis de droit. Je vais demander de donner quelques mots en tant que fonctionnaire à l'égalité du ministère des Outre-mer, puisque c'est dans ce cadre-là que nous avons conventionné avec la FNCIDFF, parce qu'on passe une fonction de cumul en tant que chef de bureau du BXE. Donc c'est une fonction qui est dans tous les ministères et en fait on s'articule avec la haut fonctionnaire de l'égalité du ministère de l'Intérieur, puisque nous sommes d'un point de vue RH rattachés au ministère de l'Intérieur, comme vous le savez. Tout ce qui a trait aux nominations des femmes aux emplois supérieurs par exemple échappe à mon ressort. En revanche, nous agissons avec toute l'équipe du BXE et avec tout notre réseau
de la direction des droits des femmes à la DGCS et des associations sur les politiques publiques. Donc c'est là-dessus que je vais insister dès maintenant. Donc ces dernières années, on a beaucoup agi en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, ce qui est la thématique de la conférence de ces jours. Comme vous le savez, il y a eu le Grenelle en 2019 qui a été un révélateur pour beaucoup, et notamment à la DGOM. Et depuis, par exemple, les subventions d'associations en la matière ont triplé. Et de manière pérenne, et une stabilité depuis cette période. Et par exemple, nous avons élaboré avec la MIPROF, alors je vais élaborer un peu le sigle, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, un guide pédagogique à destination des professionnels qui vont travailler outre-mer, en complémentarité des guides qui existent déjà de la MIPROF, pour aider ces professionnels à prendre conscience des spécificités ultramarines, notamment en matière de lutte de violence, comme Sandrine Jomier l'a indiqué. En matière d'égalité professionnelle et en matière d'autonomie économique des femmes, il existe une mesure dans un cadre interministériel qui s'appelle le PIEF, le plan interministériel à l'égalité femmes-hommes. Il y a deux mesures spécifiques à l'outre-mer que nous avons portées, dont une en la matière, et elle s'est traduite par un appel à projet à destination des associations en 2023. Donc au total, il n'y avait pas que cette thématique, 38 projets ont été subventionnés, ont été retenus pour un montant total de 500 000 € et ce, en coportage avec nos collègues de la Direction générale de la cohésion sociale qui sont à la manette directement sur ces politiques publiques. L'accès des femmes à la santé est la deuxième mesure qui figure dans ce plan interministériel. Là aussi, il a rencontré une traduction partielle dans cet appel à projet, mais l'essentiel relève de la Direction générale de la santé. Sachez aussi qu'on soutient le planning familial à hauteur de 70 000 € cette année. Il s'agit que cette association bien connue développe sa stratégie de santé sexuelle dans les Outre-mer. Et puis, je terminerai par les familles monoparentales, qui est une spécificité, je dirais, des Outre-mer, puisque vous avez 2 à 3 fois plus de familles monoparentales Outre-mer par rapport au niveau national. Et là, je ne parlerai pas directement de la DGOM, mais du SMA, que je vois représenté, car sous l'impulsion de notre précédente directrice, Sophie Broca, au vu des chiffres qu'elle avait vus, le rapport de la Cour des comptes, elle avait souhaité que des crèches, en fait, soient à proximité des régiments, pour que les mères célibataires puissent déposer leurs enfants. Et donc, c'était aussi un levier d'insertion professionnelle, finalement, à terme, grâce à cette modalité donc, de crèche qui est en cours de déploiement et que je n'hésite pas à valoriser lors de réunions des hauts fonctionnaires à égalité, où justement vous avez une présence ministérielle qui anime ces réunions. Donc au total, vous l'avez compris, le volet associatif est un levier important en tant que haut fonctionnaire, et ça tombe bien puisque le bureau, le BEXE, dispose d'une enveloppe de subvention association, mais sur toutes les thématiques du bureau. Et c'est dans ce cadre que nous avons conventionné sur 3 ans avec la FN-CIDFF, notamment pour qu'elle développe son réseau dans les Outre-mer. Et je vais laisser la parole à Madame Anaya tout de suite. Je vais devoir un petit peu baisser. Je suis toute petite. Excusez-moi, je prends mes notes. Je vais essayer d'être synthétique. J'ai été très bien introduite au préalable. Je suis Madame Anaya, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la DGOM de m'avoir conviée. J'ai l'honneur de faire du coup cette conférence sur l'accompagnement des femmes victimes de violences dans les Outre-mer. J'ai décidé de porter la focale sur 4 territoires, sur les 13 territoires ultramarins présents, qui sont la Guadeloupe. Excusez-moi, je suis malade, en plus j'essaie de parler un peu plus fort. C'est la grippe parisienne. La Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Polynésie française. Pourquoi ? Parce que ce sont les territoires sur lesquels nos CIDFF sont présents. Pour me présenter rapidement, je vais déjà commencer par vous dire que je n'ai aucune prétention de revenir sur des questions ultramarines. Je pense que je suis dans le lieu d'expertise. Je vais juste vous parler d'expériences de terrain, acquises sur le terrain, que j'ai pu acquérir sur le terrain, mais également celle de mes collègues des territoires ultramarins. Cette expertise est fondamentale et il est nécessaire de la faire rayonner jusqu'en Hexagone. Pour me présenter brièvement, en quelques mots, je suis juriste de formation spécialisée en droit international.
j'ai obtenu un Master 2 à Sciences Po Toulouse sur l'action et la gouvernance internationale. Je suis une ancienne éducatrice aussi, donc un parcours un petit peu échelonné, vous voyez. Et je suis une ancienne juriste du CIDFF de Guyane, que j'ai dirigé, alors pas en tant que direction de l'association d'aide aux victimes et du CIDFF de Guadeloupe, mais j'étais responsable de l'antenne ouest qui est basée à Saint-Laurent-du-Maroni. Certains d'entre vous doivent connaître. Pour revenir un petit peu sur la présentation de la Fédération nationale des CIDFF où je travaille, le réseau des CIDFF a été créé en 1972. Nous disposons... J'ai un petit peu de mal avec les micros, excusez-moi. Je le baisse plutôt? Dites-moi. Je suis très petite. Le réseau des CIDFF a été créé en 1972. Nous disposons d'un agrément donné par l'État et nous exerçons une mission d'intérêt général de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela, nous avons différents principes d'action. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, rendre les femmes actrices de leur propre développement personnel, professionnel et social. Pour cela, mon poste a été créé, je n'y reviendrai pas sur cette convention qui a été signée en décembre 2023, si je ne me trompe pas, et qui a créé, vous pourrez me le dire, monsieur Bartier, et qui a créé mon poste justement de coordinatrice des CIDFF des Outre-mer. L'objectif est de juillet, vous voyez, je l'ai un petit peu retardé. L'objectif de mon poste est effectivement de renforcer les CIDFF dans leur mission d'information du public au sujet de l'égalité femmes-hommes, de la promotion de l'égalité femmes-hommes, mais aussi de développer les CIDFF sur les territoires non pourvus. Une feuille de route a été décidée. J'ai commencé à préfigurer un centre sur le territoire martiniquais cette année. Je pense qu'il sortira de terre en milieu d'année prochaine, nous l'espérons. L'année prochaine, il y aura aussi une préfiguration de centre sur le territoire réunionnais. Et nous terminerons par la Nouvelle-Calédonie selon la feuille de route. Pour revenir donc sur les chiffres du réseau des CIDFF, j'ai transmis divers documents aussi à Madame Béchard de la communication qui pourra vous les transmettre si vous voulez un petit peu creuser cette situation. Nos chiffres 2023 et notre rapport d'activité. Nous avons accompagné 51 200 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans le réseau, donc hexagonal et ultramarin. 37 425 femmes victimes de violences conjugales. Un chiffre qui peut vous intéresser, 10 000 femmes ont été orientées entre nos services. C'est-à-dire qu'une femme qui peut venir nous voir pour une question de création d'entreprise, de formation professionnelle, pour des questions qui relèvent de l'accès au droit, mais lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dans ces entretiens, nous avons, qui n'étaient pas spécifiés pour de l'accès au droit, nous avons évalué que certaines étaient victimes de violences et nous les avons réorientées vers d'autres professionnels de nos services. En effet, nos équipes sont pluridisciplinaires. Nous proposons un accompagnement qui est holistique à travers différentes thématiques. L'accès au droit, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, l'emploi, la formation et création d'entreprises, je vous en ai parlé, la vie familiale et la parentalité, et la santé et sexualité. Concernant mon poste, je vous en ai dit quelques petits mots. Effectivement, M. Bartier vous l'a dit, je vais me déplacer dans tous les CIDFF des Outre-mer. Pour la petite information, je suis également directrice du CIDFF de Guadeloupe par intérim. C'est un centre qui a connu quelques difficultés au niveau des changements de gouvernance, de la structuration. Et en ce moment, nous sommes en train de recruter une future directrice. Nous l'espérons qu'elle arrivera très vite. Et j'assure cette mission par intérim, donc en parallèle de mes missions de coordinatrice des CIDFF des Outre-mer. Ceux qui sont placés au premier rang peuvent voir les cernes. Voici. Concernant les données chiffrées, vous avez parlé tout à l'heure du rapport de Justine Bénin sur les violences faites aux femmes en Outre-mer. Je vais les faire miennes. Certaines recommandations font écho justement à ce que nous voyons sur le terrain, effectivement. Peu d'enquêtes ont été diligentées. La dernière en date est celle de Madame Bénin. L'une de ses recommandations est justement de conduire et financer des enquêtes sociologiques, à l'instar des enquêtes virage d'hommes. Elle a aussi parlé de la création d'observatoires territoriaux au sein de chacun de nos territoires. Le seul observatoire territorial qui existe est l'Orvif, à La Réunion. Il s'agirait, et je partage aussi cette demande, de pouvoir créer un observatoire dans chaque territoire, mais également
un observatoire régional, je mets entre guillemets parce que vous le savez, hein, les Outre-mer ne sont pas une région, mais pour pouvoir centraliser des informations, recueillir des informations et pouvoir mener des actions de plaidoyer. Je vous le disais en introduction, c'est important. Il faut porter la voix des Outre-mer jusqu'en Hexagone. Les spécificités doivent être apparues et être remises au centre des débats. Hop. Concernant les violences conjugales, vous en avez parlé un petit peu. 244 300 victimes ont été recensées en 2022 sur l'ensemble du territoire. C'est une hausse de 15% par rapport à 2021, liée au mouvement MeToo, liée à la libération de la parole notamment. 2/3 de ces violences sont des violences physiques, 30% des violences verbales ou psychologiques et 5% des violences sexuelles. Alors, la grande majorité des victimes sont des femmes, je ne vais pas vous l'apprendre, 87%. La plupart des auteurs sont des hommes, 89%. Je ne vais pas faire écho au procès Mazan. Justement, on a pu en reparler. Effectivement, pas tous les hommes, mais serait-ce que c'est pratiquement toujours des hommes. Je ne vais fermer la parenthèse. Seulement une victime sur 4 de victimes de violences conjugales porte plainte. Pourquoi ? J'y reviendrai après au niveau des freins, qu'on retrouve encore plus spécifiquement dans les Outre-mer. Un top 5, je pense que vous l'avez vu au niveau du service statistique des ministériels de la sécurité intérieure. Un top 5 a été mis en lumière des cas de violence conjugale en fonction des territoires. La Seine-Saint-Denis est le département le plus touché par les violences conjugales. La Guyane vient en 2e position, à 13,9% des cas. Le Pas-de-Calais, en 3e position. Le Nord et la Réunion en 5e position. Nous avons donc 2 territoires des Outre-mer qui sont principalement touchés par les cas de violence conjugale, qui est un fléau dans certains territoires. La Guadeloupe est à plus de 11% d'ailleurs, et la Martinique entre 9 et 11%. Concernant les féminicides, l'acte ultime des violences basées sur le genre. En 2022, nous avons 11% des victimes de féminicides en France qui se trouvent dans les territoires ultramarins, alors qu'ils ne concentrent que 4% de la population. 13 féminicides en Outre-mer en 2022, sur 118 au total, pour toute la France. En 2021, c'était 10 féminicides. Pour les données 2024, je me suis basée sur les Femage Nous Toutes, justement, qui a repris donc 9 féminicides pour l'année 2024, depuis le début de l'année. 9 féminicides dans les Outre-mer pour début novembre. 1 à Mayotte, 2 en Guadeloupe, 2 en Guyane française, 2 à La Réunion et 2 en Martinique. Attention, j'attire votre attention sur le fait que certaines statistiques, qu'il y a un décalage plutôt entre les statistiques et la réalité. Je vais prendre l'exemple des violences sexuelles. Mayotte, qui est le 101e département français, dans les statistiques, il y aurait le plus faible taux de violences sexuelles, 6,3 pour 1000 habitants. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Dans l'enquête 4 de vie et sécurité menée en 2020 sur l'île, la fréquence des violences sexuelles et au sein des ménages est près de 2 fois supérieure à celle en Hexagone. C'est pour ça que je vous demande d'être très attentif à ce décalage entre les chiffres et la réalité. En effet, il y a plusieurs freins, notamment sur le territoire mahorais. Le manque de communication, de sensibilisation au niveau de l'accès aux droits, le manque d'accès aux services publics, l'insularité, la honte des victimes, la peur des représailles. Et c'est ce que je vais mettre en lumière maintenant. Différents facteurs sont aggravants et empêchent la libération de la parole. Je parlerai tout d'abord de la précarité économique et sociale des femmes. La violence touche davantage les femmes en situation de précarité, avec un faible niveau d'instruction. C'est ce que nous pouvons voir dans les différents rapports. Qu'est-ce que cela peut entraîner ? Des grossesses précoces. La Guyane, d'ailleurs, est le territoire le plus touché par les grossesses précoces. 8100 naissances en 2019. 8100 naissances comptabilisées. 1059 proviennent de mères âgées de moins de 20 ans. C'est 10% de plus élevé qu'en Hexagone. Et pour les moins de 15 ans, c'est 40% plus élevé qu'en Hexagone. Les chiffres sont criants. La prostitution également, chez les jeunes filles et les femmes en situation irrégulière. La Guyane, la Guadeloupe et Mayotte sont principalement touchées. J'attire votre attention sur le fait que la Guyane, le CIDFF de Guyane, a un agrément délivré par l'État de parcours de sortie de prostitution. C'est le seul centre de nos CIDFF qui est un réel pôle avec une coordinatrice régionale qui parle d'ailleurs aussi espagnol, Madame Pauline Matelon, qui fait un très grand travail pour accompagner les femmes qui sont victimes de la prostitution. Nous sommes une association abolitionniste. Pour nous, les femmes en situation de prostitution sont des victimes à accompagner.
La précarité économique entraîne également c'est un des exemples, de suicides chez les jeunes dans les communautés amérindiennes de Guyane. Attention, je pondérerai mes propos après. Cela concerne principalement les communautés Wayampi, dans le nord Oyapok, donc au sud de la Guyane, dans le Haut-Maroni également pour les Wayana. Il y a également un plan suicide qui avait été mis en place en 2011, mais qui a eu, je vais un petit peu pondérer, mais peu d'effets, effectivement. La précarité n'est pas la seule explication des taux de suicide qui sont extrêmement élevés, 10 à 20 fois plus, excusez-moi, je mélange mes mots, 10 à 20 fois plus élevés en Guyane chez ces communautés qu'en Hexagone. Alors il y a d'autres facteurs, ce n'est pas principalement ça. L'isolement géographique, le désœuvrement, l'absence de perspectives, les raisons économiques, sociétales, les causes sanitaires, les causes également identitaires, culturelles. On pourrait y revenir, je pourrais vous conseiller d'ailleurs des lectures à ce sujet. Nombreux rapports ont été faits dessus. La pression sociale accrue également. L'exiguïté des territoires qui ne facilite pas la confidentialité des procédures. Je vous donne un exemple, l'insularité. Pour Mayotte, pour la Polynésie française, pour la Guadeloupe, l'interconnaissance entre les personnes, tout le monde se connaît. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez aller à la gendarmerie, vous pouvez aller chez l'assistante sociale, vous rencontrerez certainement quelqu'un que vous connaissez. Garantir l'anonymat est quelque chose de compliqué, et c'est ce qui est aussi un frein à la libération de la parole. En Polynésie française, justement, les femmes mariées partent vivre dans la famille de leur tanné. Le tanné, c'est l'époux. Dans ce cas-là, elle se retrouve seule, marginalisée dans la famille de son époux. Pour pouvoir partir et sortir de ce joug familial, c'est quelque chose de compliqué. Parfois, les familles ont aussi, qui se connaissent depuis le début aussi, du fait de l'insularité, on peut avoir des différends. Le mauvais objet sera évidemment la femme qui arrivera dans la famille. Le rôle des cultes est extrêmement important aussi. Attention, en tant que levier et en tant que frein également. Le rôle des cultes, l'Église est très présente, notamment en Polynésie française. Vous devez le savoir. Les associations ecclésiastiques accompagnent aussi notamment les auteurs de violences et interviennent dans les cas de violences intrafamiliales. Mais il y a aussi ce contexte social où le célibat est nettement dévalorisé. Le droit coutumier et la difficile articulation avec le droit national. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en Guyane, en tant que juriste, je recevais des personnes. Les personnes ne connaissaient pas le mot juriste. Le mot juriste n'existait pas. Quand je leur expliquais, on me prenait pour un juge. Alors je vous avoue, j'étais très contente, mais je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge, alors je recentrais un petit peu le débat. Mais les personnes bushinengue, qui sont les descendants, dans l'ouest guyanais, les personnes bushinengue qui sont les descendants des Noirs marrons qui avaient fui les plantations au Suriname. Donc ce sont les descendants, et on en retrouve beaucoup sur le fleuve. La population est majoritairement sur le fleuve. D'ailleurs, dans leur langage, en se rendant au Tongo, on les appelle les gens du fleuve, Liba Sama. Ces personnes-là, justement, ne connaissaient pas ce terme et on appelait ça la justice des Blancs. Donc, comment articuler notre justice des Blancs avec une justice coutumière ? Je vous laisse la réponse aussi. Donc, ce droit coutumier, et d'ailleurs, oui, j'allais oublier de vous dire quelque chose. Il y a une femme qui est la première femme des chefs coutumières en Guyane qui s'appelle Madame Cécile Couillouri et qui fait un grand travail du côté aussi d'Irakubo. Je tenais aussi à mettre en lumière le fait que nous avons aussi des femmes chefs coutumières. Les difficultés d'accès aux droits, notamment les problèmes d'indivision et relatives au foncier, les méconnaissances des procédures, les informations qui sont non communiquées dans les langues locales. Je vous prends l'exemple de Mayotte. Mayotte, on parle français, mais il y a aussi le shimaoré, notamment le kibushi. En Guyane, nombre de langues, on a des communautés totalement différentes. Ce sont aussi des terres d'immigration. Il faut pouvoir le lier à ça aussi. En Guyane, on parle Sranantongo, on parle espagnol, portugais, du fait du brésilien aussi, de l'immigration de République dominicaine. L'omerta aussi. L'omerta pose un grand problème aussi. Nous pouvons avoir dans certaines communautés de Guyane une prévalence des taux d'inceste. Chez certaines communautés amérindiennes, on ne va pas parler de ce qui se passe dans les familles. Mais c'est aussi ce qu'on voit nettement au niveau hexagonal avec l'inceste. La libération de la parole est plus compliquée, plus freinée. Concernant d'ailleurs les difficultés d'accès aux droits et la traduction des documents en langue locale, la Fédération actuellement traduit ces outils.
traduit ces outils pour pouvoir les rendre accessibles aux personnes des territoires ultramarins. Nos visuels aussi, nos plaquettes sont en cours de traduction pour leur permettre de pouvoir se représenter et d'avoir une information qui puisse être mieux développée, mieux acquise aussi, mieux proposée aux personnes que nous accompagnons. Autre point, et non des moindres, le poids de l'éducation qui fait la différence entre les jeunes femmes et les jeunes filles et qui véhicule des stéréotypes sexistes. Je pense notamment à l'homophobie et la transphobie que l'on peut retrouver à destination des Mahou et des Rérés en Polynésie. Je pense que vous devez connaître ce qu'on appelle les hommes douceurs en Polynésie ou le troisième sexe polynésien, qui sont majoritairement acceptés, que l'on peut voir dans l'espace public. Les Rérés et les Mahou ne se cachent pas, mais peuvent être victimes justement de la prostitution et d'actes transphobes. Les exemples sont légion dans l'actualité. Un seuil de tolérance aussi, un autre facteur, un seuil de tolérance à la violence découlant d'une résistance face à l'adversité. Je vais prendre l'exemple maintenant des Antilles, des femmes potomitans. Peut-être que vous en avez entendu parler. Les femmes potomitans qui sont les femmes qui tiennent la famille, les piliers de la famille, qui doivent se montrer courageuses, qui se sacrifient pour la famille. C'est un rôle, c'est un statut qui leur confère respectabilité. Et ce statut-là demande aux femmes de toujours tenir, de toujours se sacrifier et d'être là. On résiste à la violence. Mais à contrario, une femme qui, dans son cercle familial, parce que ce n'est pas un statut qui vous permettra également d'accéder aux grandes fonctions, c'est un statut qui est dans la famille, stricto sensu à la famille. Si vous n'êtes pas femme potomitan aussi, vous risquez d'être marginalisée, c'est ce saut de la culpabilité, ne pas être suffisamment forte, ne pas être une femme potomitan. Le fléau des addictions, vous devez le savoir aussi, en Guyane, à Mayotte, également en Polynésie française, l'alcool, le cannabis, qu'on appelle PACA ou Pacololo en Polynésie française. Donc tous ces facteurs peuvent expliquer le fait que la parole se libère difficilement sur nos territoires ultramarins, encore plus difficilement qu'en hexagone. Mais ils ne doivent pas non plus être entendus que sous ce prisme-là. Madame Bénin, justement, explique que ces territoires se trouvent aussi à côté de zones qui peuvent être aussi plus criminogènes. Je pense notamment à la Guyane par rapport au Brésil, au Suriname, au Guyana, qui sont des pays frontaliers. À Mayotte, avec l'immigration aussi comorienne, qui ne doit pas être non plus justifiée de ce sens-là. Je vais revenir maintenant pour aller... Alors je ne sais pas si je tiens le timing. Ça va à peu près? Bon, très bien. Je vais revenir sur l'accompagnement stricto sensu des CIDFF ultramarins à destination des femmes victimes de violences conjugales. En 2023, les 4 CIDFF de nos territoires ultramarins ont mené 10 779 entretiens. 3 244 personnes ont été reçues, dont 2 406 femmes, soit 74%. J'attire votre attention également sur le fait que nos équipes ont un petit peu de mal à remplir les statistiques. Notre travail est un travail également d'urgence. Nous accompagnons beaucoup de personnes. Remplir nos statistiques est quelque chose d'extrêmement chronophage. J'ai notamment participé en tant que juriste à fournir de mauvaises statistiques parce que je n'avais jamais le temps de les remplir. Mon rôle maintenant, aussi issu de la Convention, c'est de pouvoir fournir des statistiques fiables. Donc je vais m'atteler au fait que mes équipes puissent remplir des statistiques et vous fournir vraiment des éléments véritables qui correspondent à la réalité du terrain. Concernant cet accompagnement, nous proposons différentes actions. Tout d'abord, l'accès au droit, qui est notre mission principale. Nous informons juridiquement les femmes qu'elles viennent chercher des informations en droit de la famille notamment, ou les femmes victimes de violences. Pour cela, nous avons différentes permanences, vous en avez parlé tout à l'heure. 98 CIDFF sur l'ensemble du territoire, 4 en ultramarin, sur le territoire ultramarin, mais des permanences décentralisées. Il y en a 2598 en zone rurale, mais également dans des QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Pour cela, c'est très important, favoriser l'accès aux droits des femmes et des justiciables est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'on privilégie une dynamique du aller vers. Certains territoires, notamment la Guyane, même Mayotte, et vous pensez encore plus la Polynésie, qui fait la taille de l'Europe, c'est très difficile de pouvoir toucher toutes les femmes. Donc nous faisons des missions foraines. Par exemple, Mayotte a mis en place un van itinérant. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler du van Nina et Simone de notre fédération qui est mis en place au niveau hexagonal. Nous l'avons mis en place également à Mayotte. Donc notre équipe mahoraise peut sensibiliser et favoriser justement l'accès aux droits des personnes sur le territoire. Concernant la Polynésie française, alors
effectivement, c'est plus compliqué de pouvoir se déplacer, pardon, sur tous les archipels, 118 îles, hein, si je ne me trompe pas. Des missions foraines sont organisées. Alors, en concordance avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, une fois par an pour sensibiliser les jeunes, le grand public, aux questions de protection de l'enfance notamment, et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais mes collègues m'ont demandé de passer un petit message également. Elles n'ont pas non plus, comment vous dire ça en des termes un peu plus doux, elles n'ont pas comment vous dire, pour se déplacer, elles payent tout elles-mêmes. Voilà, elles ont des petits soutiens financiers, évidemment, du commissariat, mais elles sont juste au même titre, elles sont placées au même titre que des touristes et que les locaux. Donc, se déplacer en Polynésie coûte extrêmement cher, vous le savez. On ne peut pas multiplier les déplacements. C'est aussi un frein pour les CIDFF. Du côté de la Guyane, vous avez dû en entendre parler, les pirogues du droit qui sont mises en place par le Conseil départemental d'accès au droit. J'ai eu la chance d'y participer sur le Haut-Maroni et dans l'Oyapock, qui sont les deux zones de Guyane, les deux fleuves, où nous pouvons sensibiliser les personnes dans les zones les plus reculées de Guyane. Moi, pour le Haut-Maroni, c'était une expérience qui était formidable. Je remercie encore le CDAD et tous les organismes qui y participent, les avocats qui se joignent à nous également sur ces pirogues. Nous avons descendu le fleuve Maroni jusqu'à des petits villages amérindiens, au niveau de Maripasula, Taluan, Antekumpata. C'est une expérience qui est formidable et vraiment un travail qui est nécessaire et qu'il est nécessaire de développer et de faire beaucoup plus de sensibilisation de ce type. On les fait généralement une fois par an dans chaque zone. Si on pouvait les multiplier, je passe un petit appel, si on pouvait les multiplier, ce serait toujours quelque chose effectivement d'extrêmement intéressant pour les personnes, pour les justiciables. Nous sensibilisons également les professionnels et les jeunes sur différentes thématiques, notamment le parcours judiciaire de la victime de violences conjugales. Il est important de former les professionnels, de faire réseau, de permettre leur montée à compétences. Rencontrer les professionnels, pouvoir les former également, permet de fluidifier les parcours des victimes. Si les professionnels sont formés et se connaissent entre eux, ils peuvent orienter les victimes et fluidifier leur parcours. C'est extrêmement important. Nous assurons, dans le cadre de nos CIDFF, ces formations-là. Nous intervenons aussi dans les écoles et dans les ligues sportives pour sensibiliser les jeunes sur des thématiques différentes, sur la promotion de l'égalité femmes-hommes principalement, mais sur les cyberviolences, sur la lutte contre les stéréotypes et l'égalité filles-garçons, les cyberviolences, la lutte contre les violences sexuelles. Nous faisons d'ailleurs ponctuellement, à la demande des établissements scolaires, mais pour des événements, comme nous allons le faire le 25 novembre, dans chacun de nos CIDFF. C'est aussi, je tiens à vous le dire, une des recommandations de Madame Bénin, qui demande à ce que les jeunes soient également formés, sensibilisés à ces questions de promotion, mais également les professionnels qui interviennent auprès des femmes. Il est important de faciliter la montée en compétences. Nous mettons en place également des ateliers à destination des femmes victimes de violences autour de leur autonomisation. On les rend actrices, comme je vous le disais tout à l'heure, de leur propre autonomisation. Nous faisons des ateliers de reconstruction, de réempouvoirment, des cercles de parole qui sont animés par des psychologues. Alors, la plupart du temps prestataires, le seul CIDFF pourvu d'une psychologue est le CIDFF de Guyane. Vous le savez, sur les territoires ultramarins, c'est extrêmement compliqué d'avoir accès à des psychologues. Le manque de moyens également, parce qu'il faut pouvoir les payer, il faut pouvoir les rémunérer pour intervenir. C'est aussi un des freins à l'accompagnement qu'on peut proposer qui serait holistique des victimes. J'aimerais porter un petit focus sur le CIDFF de Guyane où j'avais travaillé, qui est le seul CIDFF ultramarin à disposer du double agrément, ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également ministère de la Justice. Il y a un double agrément, c'est aussi une association d'aide aux victimes qui est référente sur le territoire guyanais. À ce titre, et avec une convention qui a été signée avec le parquet de Cayenne, l'association est mandatée pour faire la remise et le suivi des TGD et des bars sur le territoire et réaliser les EVVI, les évaluations personnalisées des victimes. Nous faisons également les ordonnances de protection et tout l'accompagnement des victimes, constitution de partie civile, dépôt de l'aide juridictionnelle, préparation aux audiences, accompagnement aux audiences. Ce travail-là est fait dans le cadre d'une association d'aide aux victimes généraliste, mais il est également possible d'avoir un agrément spécialisé dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous souhaitons évidemment que tous les CIDFF puissent bénéficier de cet agrément pour pouvoir
continuer et développer nos actions auprès des femmes. La dynamique du aller vers, je vous en ai parlé, l'importance de favoriser l'accès aux droits pour promouvoir l'égalité des femmes et des hommes. C'est ce que nous pouvons faire au niveau de notre communication à la Fédération nationale des CIDFF, qui est la tête de réseau des 98 CIDFF présents. Nous élaborons des plaquettes, des flyers pour informer les femmes sur leurs droits et communiquer sur l'action des CIDFF. Différentes plaquettes ont été mises en œuvre. Toutes les femmes ont des droits. Porter plainte est un droit. Les violences en ligne, des violences réelles sur les cyberviolences. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Violences au sein du couple, on en parle au travail. L'ordonnance de protection. Toutes ces plaquettes, je les ai transmises en mail. On pourra vous les transmettre également si vous voulez en avoir connaissance. Je vais terminer. Je pense que ça va. Je tiens à peu près le timing pour revenir sur une présentation d'une situation particulière que j'avais vécue en Guyane en tant que juriste et ensuite en tant que responsable de l'antenne ouest, d'une femme haïtienne qu'on appellera Madame A, pour l'anonymat, vous le pensez bien, ressortissante haïtienne, non régularisée sur le territoire guyanais, qui était mère de 2 enfants. La première d'une première union et la deuxième avec Monsieur B, qui sera l'auteur des violences. C'est pour ça que je vous en parle. La deuxième, donc la cadette, était le fruit de l'union avec Monsieur B. Cette dame m'avait été orientée par 2 canaux. Le premier, c'était par celui de l'ISG, donc l'intervenante sociale de la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avions une permanence au sein de la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni et nous travaillons de concert avec l'ISG. Le rôle des ISG est très important. C'est ce que dit aussi Madame Justine Bénin dans son rapport. Donc une orientation par l'ISG de la gendarmerie pour pouvoir l'accueillir et la recevoir dans le cadre d'un entretien. Un entretien qui est évidemment individuel, gratuit, confidentiel. Et dans ce cadre-là, je l'avais aussi reçue, cette dame, une deuxième orientation, dans le cadre du parquet de Cayenne, dans le cadre d'une EVVI. Cette dame avait déposé plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni pour un cas de violence conjugale, donc de Monsieur B, le père de la deuxième jeune fille, de sa deuxième fille. J'ai dû faire une évaluation de cette dame. Donc l'évaluation, c'est une évaluation de sa situation, de ses vulnérabilités. Et à ce moment-là, on propose des dispositifs de protection, notamment le TGD et le BAR. Le BAR, le bracelet anti-rapprochement, ne repose pas sur la victime, je ne vais pas y revenir dessus. Mais à ce compte-là, nous, on avait proposé, madame avait fait la demande de bénéficier d'un téléphone grave danger, ce qui lui avait été accordé par le parquet de Cayenne. Heureusement, je fais une petite aparté, heureusement que ce téléphone lui avait été accordé parce qu'elle l'a activé à de nombreuses reprises, ce qui a permis l'intervention des forces de l'ordre le long de son histoire. Je vais vous l'expliquer. Sur le plan pénal, nous avons accompagné madame dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle parce que monsieur a été condamné. Monsieur a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Dans ce cadre-là, et à la préparation de l'audience, nous avions déposé l'aide juridictionnelle. Madame s'était constituée partie civile. Nous l'avions préparée à l'audience, accompagnée à l'audience, et nous lui avons expliqué également la peine de monsieur. Le travail de fait avant, pendant et après, par les associations d'aide aux victimes et par le CIDFF de Guyane, clairement. Sur le plan civil, nous avions également fait une requête auprès du juge aux affaires familiales pour fixer les modalités de vie de l'enfant qu'ils avaient en commun, je vous l'ai dit, la cadette. Situation de post-condamnation. Monsieur est condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Monsieur n'a pas compris ce qu'est le sursis et s'est dit au bout de 3 mois, je vais revenir et je vais tuer madame. Donc il a menacé de mort clairement et il utilisait les voisins qui étaient de la même communauté haïtienne pour la menacer. Madame a tenté de déposer plainte à de nombreuses reprises. Certaines plaintes lui ont été refusées par la gendarmerie du fait, alors je ne vais pas polémiquer, je ne rentrerai pas dans un débat politique, mais certaines plaintes ont été refusées, certaines demandes de dépôt de plainte ont été refusées du fait que monsieur avait déjà été condamné. Ça suffisait. Et puis si elle le faisait, c'était du fait de vouloir obtenir les papiers français. Il faut pouvoir le dire également. Nous formons les gendarmes à tout ce qui est lutte contre les violences intrafamiliales. J'ai participé à leur formation. Mais effectivement, c'est un travail qui est ardu, qui ne doit pas être relâché, qui doit être fait de concert avec les gendarmeries notamment. Le fait de lui refuser ce dépôt de plainte est symptomatique, clairement, d'une invisibilisation de ces femmes.
C'est-à-dire que pour les femmes qui n'ont pas les papiers, la traduction qui est faite en Sri Lanka, le langage Bushinengue, c'est les pampila. C'est un mot qui a trouvé une traduction. C'est comme si vous aviez une différence entre les personnes qui ont les papiers, qui ont le droit d'être en justice, qui ont le droit de se déclarer victime, et les autres qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas le droit à être régularisés, enfin qui peuvent être régularisés administrativement, mais qui n'ont pas le droit au séjour à ce moment-là sur le territoire. On voit clairement une distinction entre les personnes et les femmes victimes, les femmes qui sont issues de l'immigration le sont encore plus. Un travail avait été opéré avec la gendarmerie, avec le parquet. Madame avait pu déposer plainte. Une ordonnance de protection avait été faite puisqu'elle avait été encore menacée. Elle avait notamment activé encore son TGD. Madame a eu une ordonnance de protection qui a été acceptée par le juge aux affaires familiales. C'est une histoire qui se finit bien également, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Madame a pu avoir un titre de séjour provisoire, elle a pu travailler. Je vous avoue, j'ai quitté le centre juste après, je ne peux pas vous donner les dernières informations, mais je voulais vraiment vous mettre en lumière cet exemple, vraiment cette situation, parce qu'elle est symptomatique de tout un accompagnement que nous pouvons faire. C'est un accompagnement qui a duré 2 ans, moi sur mes 2 années, qui peut être orienté par différents acteurs et qui est symptomatique du fait qu'il est important que nous travaillions en partenariat, de concert avec les institutions, qu'elles soient organisationnelles, institutionnelles ou associatives. C'est important. Le travail en partenariat permet de fluidifier le parcours des victimes et également de pouvoir donner une information juste, qualitative aux femmes accompagnées. J'espère avoir pu vous donner assez d'éléments. J'ai un petit peu bredouillé, excusez-moi. C'est vrai que c'est le trac, j'ai pas trop l'habitude de parler devant un tel public. J'espère avoir pu vous donner des éléments sur la situation de nos 4 CIDFF ultramarins, l'importance de nous soutenir. Or, nous soutenir nous, mais je vais prêcher la paroisse des autres territoires ultramarins et des autres associations. Nous devons demander chaque année des financements. Les financements ne sont pas acquis de droit non plus. Nous devons demander des financements. C'est compliqué. Ça nous pose de nombreux problèmes également, même pour pouvoir financer nos équipes, financer nos actions. Ne nous laissez pas tomber, la lutte ne vient que de commencer. Le mouvement MeToo a pu ouvrir, notamment la libération de la parole, a pu faciliter la libération de la parole, mais la lutte n'est pas terminée. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, donc j'ai assisté à cette conférence qui m'a beaucoup intéressé. Merci. Et en fait, j'aime savoir si vous avez des contacts avec les organismes de Martinique dans le même thème. Alors, si je peux mettre en lumière également l'excellent travail qui est fait en Martinique. Il y a de nombreuses associations martiniquaises, féministes, qui font un travail formidable, je pense notamment à l'UFM, à Culture Égalité, effectivement dans le cadre de la préfiguration de notre CIDFF sur le territoire. Alors, je tiens quand même à replacer les choses. Nous ne venons pas parce qu'il faut créer un centre au sein de ces territoires. Nous venons en complément des initiatives locales. Donc on les a tout à fait rencontrées. Ce sont des femmes qui sont passionnantes, militantes. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec elles. Alors effectivement, nous avons vu qu'il y avait certains trous dans la raquette, notamment, si je peux dire ça comme ça, notamment sur l'accompagnement spécialisé des femmes victimes de violences. Il y a l'association d'aide aux victimes et qui est généraliste, un peu comme la GAV en Guyane. On pourrait peut-être partir sur ça pour la préfiguration d'un centre et aussi sur l'accompagnement socio-professionnel. Je vous l'ai dit, chaque CIDFF, donc à l'AUNE 2025, doit être pourvu d'un service emploi. Nous partirons certainement sur ça. Vous reprenez notre agrément. Si une association reprend notre agrément, elle doit changer de nom. Au vu des entités martiniquaises, ce n'est pas possible. Voilà, l'UFM est trop connu, Culture Égalité également. Donc nous partirions vers une création ex nihilo d'une structure. C'est notre objectif. Mais vraiment, et je tiens à le souligner, en complémentarité des initiatives locales et justement avec un travail de réseau avec ces associations notamment. Et les autres partenaires, évidemment, sociaux, médicaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je suis le lieutenant-colonel Clou, je suis le chef du pôle opération du service militaire adapté.
Et au pôle opération, on s'occupe de la coordination du programme d'accompagnement médico-psychosocial. Dans tous les régiments du SMA, il y a un pôle AMPS avec un psychologue, une assistante sociale et un médecin. Donc la problématique des femmes victimes de violences, on y est malheureusement confronté sur tous les territoires, avec un territoire un peu plus particulier dont vous n'abordez pas parce que vous êtes fait l'étude sur les Antilles, Guyane, Mayotte et la Polynésie, mais c'est la question de la Nouvelle-Calédonie aussi, où la problématique des femmes victimes de violences est très marquée. Je voulais savoir si vous avez eu, notamment dans le cadre des différents CI et DFF, justement contact avec le SMA pour des prises en charge de jeunes femmes victimes de violences. Nous faisons aussi des animations en Guyane, notamment on faisait des animations au RSMA sur les violences sexistes et sexuelles. Donc oui, nous sommes en lien aussi avec les RSMA, moins en Guadeloupe. Donc vous voyez, je reprends aussi cette mission d'intérim. Donc je vais essayer de raviver également les liens entre le RSMA et les CIDFF. Mais oui, nous sommes en lien sur les territoires. Effectivement, vous parlez de la Nouvelle-Calédonie. Je suis censée, alors pas moi de mon propre chef, vous savez bien que j'ai une fédération derrière, mais préfigurer un territoire sur un CDFF sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça serait intéressant aussi qu'on puisse se mettre en lien pour pouvoir en discuter, même des problématiques qu'il y a sur tous les territoires. Madame Bénin le montre d'ailleurs sur son rapport, l'a bien mis en lumière justement, et les cas de violence sexuelle qu'il peut y avoir dans certains régiments. Oui, tout à fait. Nous sommes en lien. Merci. Vous avez évoqué un peu la difficulté liée aux mentalités spécifiques, à l'image de la place de la femme, à la structure des familles, etc. Ce qui m'avait frappé à une époque où j'avais lu une étude qui valait ce qu'elle valait sur la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est notamment le sort des victimes qui ont pu porter plainte, qui ont pu voir l'auteur des violences condamné, mais pour qui les sanctions en fait ne faisaient aucun sens parce que culturellement elles n'avaient pas du tout le même sens. Et je pensais notamment à l'éloignement. Il me semble que c'était en Guyane justement, les femmes qui sortaient de la famille de l'auteur de victime se percevaient comme punies elles-mêmes et vivaient ça comme une double peine. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous faites quelque chose autour de tout ça, ou est-ce qu'on pourrait faire quelque chose autour de tout ça? C'est la sensibilisation. Tout passe également par la sensibilisation, par le fait, cette dynamique du aller vers les victimes également, sensibiliser, former les professionnels justement à ces questions-là. Nous n'allons pas directement dans les familles, mais je vous donne un exemple. En Guyane, je faisais un grand travail en lien avec les sages-femmes. Et notamment le réseau Périnate, peut-être que vous connaissez pour les grossesses adolescentes. Effectivement, travailler en partenariat avec des acteurs et actrices locaux qui vont dans les familles est important, mais il faut pouvoir les former sur ces questions-là. Après, c'est quelque chose qui demande du temps. Là, je vous avoue, je n'ai pas la clé. Et c'est un travail qui doit être réfléchi de concert. Je pense notamment, dans le cadre en Guyane, j'ai participé au réseau VIF. Pas en Guyane, en Guadeloupe, au réseau VIF qui est pas une association, mais qui est une instance qui regroupe toutes les associations qui ont trait avec l'accompagnement des femmes victimes de violences ou les violences intrafamiliales. Le rapport partenarial, entretenir de bons liens, c'est justement ça qui peut nous permettre de pouvoir, comme vous le disiez, sortir ces femmes, leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas punis, c'est pour vous protéger. Mais c'est cette sensibilisation aussi en milieu scolaire. Après, quand vous avez des jeunes qui sont déscolarisés également, c'est un grand problème en Guyane. Surtout, vous prenez l'exemple de la Guyane, mais nombre d'enfants ne sont pas scolarisés. Il y a une forte démographie en Guyane, sur les bassins notamment de Saint-Laurent, du Maroni et de Cayenne. J'étais à Saint-Laurent, je peux vous en parler. On crée des écoles au fur et à mesure. C'est très très compliqué. Tous les enfants ne sont pas scolarisés. Les gens du fleuve aussi, quand les femmes accouchent, les enfants ne sont pas toujours enregistrés à l'état civil. Donc il faut déjà pouvoir leur trouver une identité. Donc on fait des procédures. Moi j'en ai fait de nombre de ces procédures. Les jugements déclaratifs de naissance notamment. Sans papier d'identité, vous ne pouvez pas inscrire les enfants à l'école. Donc même ces enfants sont déscolarisés aussi. Donc pouvoir les toucher, c'est aussi aller au-devant donc des familles, grâce à nos partenaires, puisque nous n'y allons pas directement, à part lors de missions foraines et avec ces caravanes des droits, ces pirogues des droits. Mais ce travail partenarial, oui, effectivement. C'est un travail de longue haleine. Je ne vais pas pouvoir vous donner une solution, clairement. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Les délais sont tenus, si ça va bien.
petite question. Alors peut-être? Oui, je crois une question. Est-ce que les élus locaux aussi sont sensibilisés en fait? Est-ce que vous êtes intervenu auprès des municipalités quand vous rentrez dans ces départements? Oui, totalement. C'est-à-dire qu'avant, je vous parlais des formations des professionnels. On forme donc les personnels des associations, donc des associations médico-sociales notamment, hein, ou des agents médicaux. Mais on fait aussi, moi je sais que quand j'ai animé le parcours judiciaire de la victime de violences conjugales en Guyane, première intervention, le délégué du sous-préfet était venu aussi, il avait assisté. Nous pouvons les proposer, hein, on peut les proposer pour l'éducation nationale. Nos contenus de formation, de sensibilisation, pardon, sont à adapter en fonction du public. On va intervenir sur une thématique qui est commune, hein, l'accompagnement des femmes victimes de violences. Comment, en tant que personnel, en tant que partenaire, on les accueille, on les accompagne, on les oriente, mais ces contenus sont adaptés en fonction du public. Voilà, l'éducation nationale, je ne vais pas travailler sur les mêmes questions que pour un élu ou que pour des personnes qui travaillent dans le médical. Voilà. Mais effectivement, nous le proposons. Oui, totalement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas après, hein, je vais rester 5 minutes ou 10 minutes. Hein. Vous pourrez me poser des questions à côté aussi. Je vous laisse conclure peut-être, ou c'est moi qui conclue? C'est bon? Mais, alors le mot de la fin m'appartient. Je vous remercie encore une autre fois pour cette invitation, la première pour moi de ce type. Donc j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, avoir pu vous apporter quelques informations, mais je reste tout à fait disponible par mail. Certains documents vous seront transmis et je peux également vous transmettre peut-être une bibliographie pour les questions de féminisme et de postcolonialité que je n'ai pas abordées. Je vous avoue, je n'ai pas abordé parce que c'est des questions qui sont aussi politiques, hein, mais et de féminisme intersectionnel. Nous sommes le premier réseau féministe de France. Je n'ai pas trop abordé pendant de cette conférence, mais je peux tout à fait me mettre à disposition pour répondre à ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup.